À la une de cette édition de l'actualité, Rochmar Christian Kaboré veut un second mandat, un nouveau contrat social pour relever les défis de sécurité et de développement du Burkina Faso. Son portrait à suivre dans quelques instants. Campagne de proximité, porte à porte, ils sont nombreux les candidats aux élections qui ont décidé de réduire la distance entre eux et les électeurs. Proximité avec l'électorat ou manque de moyens financiers, les arguments ne manquent pas pour justifier le choix de la stratégie. L'on voit cela dans quelques instants. Et puis c'est dimanche que les électeurs sont appelés aux urnes pour élire le président du Faso et les députés. Sur les aspects pratiques du déroulement du scrutin, nous recevons ce soir le président de la Commission électorale nationale indépendante, M. Newton Ahmed Bari. Et l'on s'intéresse également dans ce journal à l'univers des Dozo et à ses interprétations mystiques. Un patriarche de cette confrérie nous dévoile un pan du code du Dozola. Et nous irons à Gawa pour cette séquence initiation. Et puis en Éthiopie, la guerre de Tigré qui déborde chez le voisin érythréen. Les populations fuient vers le Soudan. Et l'on crée une régionalisation du conflit, une actualité que nous développerons pour vous en fin d'édition. Bonsoir. Merci de votre attention. Après son premier mandat, Rochmar Christian Kaboré est candidat à la présidentielle du 22 novembre prochain. Un second mandat avec le soutien de son parti, le Mouvement du Peuple pour le Congrès, et de l'Alliance des partis de la mouvance présidentielle. Le banquier de profession entend consolider les acquis de son premier quinquennat et relever les défis de développement et de sécurité qui se présentent avec ce nouveau contrat social. Son portrait complet avec Draman Batien. Après 5 ans aux affaires, Rochmar Christian Kaboré est candidat pour un second mandat. Son premier quinquennat a été émaillé de crises sécuritaires, de fraude sociale et de la maladie à coronavirus. Mais le banquier de profession au long parcours politique dit avoir exécuté 70% de ses engagements en investissant dans le capital humain et les infrastructures. Né le 25 avril 1957 à Ouagadougou, Rochmar Christian Kaboré commence son parcours scolaire dans la capitale burkinabé en 1962, puis à Tougan, et ses années lycée, passées au collège Saint-Jean-Baptiste de la Salle à Ouagadougou, où il obtient le BPC et le baccalauréat série D. C'est d'ailleurs dans cet établissement qu'il a fait ses armes dans le scoutisme. Ses études universitaires en sciences économiques, passées à l'université de Dijon en France, sont sanctionnées par une maîtrise en sciences économiques option gestion en 1979, puis un DSS obtenu en 1980 dans la même université. Rentré au pays, Rochmar Christian Kaboré intègre la BIV, devenue la BIB, où il est promu directeur général dès 1984. Le candidat Kaboré fut ministre des Transports et des Communications en 1989, ministre d'État chargé de la coordination de l'action gouvernementale en 1991, ministre d'État, ministre des Finances et du Plan en 1992, Premier ministre, chef du gouvernement en 1994 et conseiller spécial du président du Faso de février 1996 à juin 1997. De l'ODPMT au CDP, Rochmar Christian Kaboré est élu plusieurs fois député, président de l'Assemblée nationale en 2002. Sa rupture politique avec le Congrès pour la démocratie et le progrès va donner naissance à un nouveau parti, le Mouvement du Peuple pour le progrès, le MPP, porté sur les fonds baptismaux le 25 janvier 2014. Élu président du Faso à l'issue de la présidentielle de 2015 avec 53,49% des voix. Rochmar Christian Kaboré propose un nouveau contrat social. Il sera face à 12 autres candidats pour l'élection présidentielle du 22 novembre prochain. Et sur le terrain de la campagne électorale, les candidats rivalisent de stratégies pour conquérir l'électorat. Cette année, le porte-à-porte et campagne de proximité semblent l'option d'une grande majorité des prétendants au fauteuil présidentiel. Proximité avec l'électorat au manque de moyens financiers pour organiser de grands meetings. Chacun y va de sa motivation. Le moins que l'on puisse dire, c'est que la stratégie est diversement appréciée dans le centre-sud. Nous confie Aruna Kaboré et Amandine Lalsaga. La campagne électorale couplée du 22 novembre. Sur le terrain, la séduction de l'électorat se poursuit à travers différentes stratégies d'approche. Les grands meetings et le porte-à-porte. Le porte-à-porte, la campagne de proximité, retient l'attention ici à Manga et suscite des réactions diverses dans l'opinion publique. On préfère quand ils viennent nous expliquer les programmes chez nous,
pour qu'on puisse bien comprendre. Voilà, les meetings, on ne peut pas expliquer tout le programme là-bas. Mais si c'est porte à porte, on est sûr qu'on va bien se comprendre. Ça nous permet de bien comprendre tous les candidats, les programmes, puis échanger des échanges directs avec les candidats. Je considère que dans les meetings, les gens écoutent ce que tu as ton programme à faire, le programme de campagne que tu programmes faire au peuple burkinabé. C'est mieux que porte à porte. Porte à porte, tu peux aller à la maison, trouver que c'est la famille là est là et les jeunes au consort sont sortis. Bon, c'est pas tout, mais je crois que meeting là bon. Ça man meeting là ma. Willigda maintenir ba 20 ma wusro. Tiam gom neba, ta pam wum yella vor soma. Moi, je préfère le meeting. Le candidat explique directement son programme à beaucoup de personnes. C'est mieux, selon moi. Entre proximité du candidat avec son électorat et raisons économiques, des candidats justifient ici leur motivation pour le choix de la campagne de proximité. Je mène une politique de cœur à cœur. Une politique de cœur à cœur. Élection veut dire rencontre d'un candidat avec son électeur. Je n'ai pas besoin d'un folklore pour transmettre mon message. Je parle cœur à cœur avec les filles et les fils du Burkina Faso. Vous voyez le problème des moyens des partis, voilà, c'est ça qui fait que souvent c'est un peu compliqué. La stratégie est toute simple. Nous partons sur la base de la vérité. Nous disons haut et fort et à nos militants, à nos sympathisants, ce que les autres partis ne les disent pas. L'argent qu'ils prennent pour faire les meetings, là, quand ils vont gagner, ils volent ça dans les caisses de l'État pour rembourser. C'est ça. 20 milliards, si tu as partagé ça, quand tu es président, là, tu touches combien? 3 millions 500. Tu vas rembourser 20 milliards comment? Tu vas voler? C'est ça qui amène les vols. Nous, on veut arriver proprement au pouvoir pour pouvoir gouverner proprement avec honnêteté. Qu'à cela ne tienne, chaque état-major espère faire élire son candidat au soir du 22 novembre pour apporter sa pierre à la construction du pays. Et pour cela, ils ont jusqu'au 20 novembre prochain à 0 heure pour convaincre l'électorat. Oui, vous l'aurez compris, c'est le dernier virage pour cette campagne électorale puisque c'est dimanche prochain le scrutin. Le président de la commission électorale nationale indépendante est sur notre plateau pour le point complet de l'organisation des votes. Monsieur le Président, bonsoir. Bonsoir, madame. Bienvenue sur le plateau de notre journal. C'est moi qui vous remercie. Alors, première question, Monsieur le Président, quel est le point des préparatifs au jour d'aujourd'hui? Bon, nous sommes à une semaine des élections. Du point de vue des préparatifs au niveau de la CENI, nous sommes au niveau de la finalisation des équipes qui vont se charger de la gestion des bureaux de vote. Donc, les membres des bureaux de vote sont en train d'être formés. Au niveau de la logistique aussi, on est en train de préparer les plis qui vont, dès mardi, commencer à être acheminés dans les communes en attendant que 24 heures avant, évidemment, ils puissent être déposés dans les bureaux de vote. Donc, on veut que le 21, au soir, Inch'Allah, sur les 21 155 bureaux de vote, on ait tous les plis, tous les kits nécessaires au vote installés dans les bureaux de vote. Donc, voilà où on en est. La campagne aussi bat son plein, hein. On est à la dernière ligne droite. Mais quelle appréciation faites-vous comme ça de l'ambiance de cette campagne? Moi, ce qui me préoccupe en tant que premier responsable de la CENI, c'est la sécurité de ceux qui battent campagne. Et de ce point de vue-là, je remercie Dieu. Jusqu'à présent, tout se passe bien. Et c'est plutôt cette boussole-là qui m'intéresse. Parlons maintenant du déroulement du scrutin dimanche prochain. La situation sécuritaire, elle est là et c'est une préoccupation, vous venez de le dire. Quel est le point de la sécurité aujourd'hui pour l'organisation de ce scrutin? Ce qu'il faut dire d'abord que j'entends beaucoup de choses par rapport à où est-ce qu'on va tenir les élections et où est-ce qu'on ne pourrait pas les tenir. Les chiffres qui sont avancés et qui sont parfois attribués au Conseil constitutionnel sont faux. Parce que le Conseil constitutionnel s'est prononcé sur les localités qui n'ont pas abrité d'enrôlement. Or, vous savez qu'on peut ne pas abriter un enrôlement et abriter un vote.
Donc aujourd'hui, et c'est pour cela que je voudrais vraiment remercier le travail remarquable qui a été fait par les forces de défense et de sécurité de notre pays à travers le comité technique de sécurisation du process qui a été mis en place récemment, donc sous l'autorité du président de la Commission électorale nationale indépendante. Ils ont fait un travail formidable et au jour d'aujourd'hui, si vous regardiez un peu la carte, oui, la carte, nous allons la présenter si la régie est prête. Si on peut la montrer, vous allez voir que il n'y a plus que 15 communes où l'élection n'aurait pas lieu. 15 communes. Seulement 15 communes sur 351. Et à l'enrôlement, nous étions à 22 communes. Sur les villages, je vous avais dit de regarder un tout petit peu. Si vous prenez à partir donc de la dorsale, là, à partir de Kossi jusqu'à l'est, vous allez voir que, en fait, c'est, lorsque vous regardez au-dessus, ce sont les communes qui sont vraiment dans l'épicentre de la crise, qui ne seront pas concernées par l'enrôlement. Et il n'y en a que 15, si vous comptez, en partant évidemment de Kombori. Tout au nord de la Kossi. Donc il n'y a que 15. Il n'y a que 860 localités, villages et secteurs qui ne seront pas concernés par l'enrôlement. Ça fait à peu près 6% des 9299 villages et secteurs que compte notre pays. Vraiment, on a fait un effort énorme au jour d'aujourd'hui. Donc, comme je vous dis, évidemment, il y a un certain nombre de localités qui n'ont pas bénéficié de cette dynamique. C'est malheureusement le Sahel, où, comme vous savez, ces derniers temps, il y a eu une résurgence, évidemment, des attaques terroristes, qui fait, par exemple, que c'est au niveau du Sahel que sur les 860 localités, on trouve 55%. 55% de ces localités se trouvent, évidemment, au Sahel. Mais vous savez aussi que sur les 860, la majorité ont déjà été abandonnées. Donc ça veut dire que même si on y allait aujourd'hui, vous ne trouveriez pas de population pour ouvrir un bureau de vote. Mais est-ce que les choses peuvent évoluer d'ici dimanche? Question sécurité toujours. Je pense qu'on a poussé les choses jusqu'à son maximum. Comme je vous dis, sur les 860 villages et secteurs, il est difficile de faire mieux que ça au jour d'aujourd'hui. Parce que comme je vous dis, sur les 860, la majorité des villages ont été abandonnés. Donc, il est inutile d'aller dans un emplacement où il n'y a personne. Donc, je pense que là où on est arrivé, on a fait un effort énorme. Maintenant, et je pense que sur ça que les forces de défense sont en train de travailler, c'est sur une sécurisation optimum pour permettre que les gens puissent aller tranquillement vaquer à leurs devoirs civiques. Alors, parlons du vote maintenant. Il y a le document officiel pour le vote. C'est exactement quoi? Parce qu'il y en a qui parlent de la CNIB, d'autres parlent encore de passeport. Et quel est le document officiel? Le 22 novembre, quand vous vous levez, prenez votre carte d'électeur. C'est le seul document qui est demandé pour aller voter. On n'a pas besoin de CNIB ni de passeport. Donc, vous partez au bureau de vote avec votre seule carte d'électeur, tout simplement. Il y a également l'interdiction du téléphone portable dans les isoloirs que la CENI a adopté. Pourquoi avoir choisi cette disposition? Il y a beaucoup d'occurrences aujourd'hui autour de cette question-là. On entend, et c'est une violation du secret du vote, parce que vous savez que le vote est secret. Donc, on ne doit pas le violer. Si vous le violez, ça veut dire que vous tombez dans une infraction électorale. Donc, de ce point de vue-là, pour éviter cela, la CENI a décidé naturellement d'interdire les téléphones portables dans l'isoloir. Parce que vous savez que dans un bureau de vote, un certain nombre de personnes sont permises, on peut faire un certain nombre d'images avec la permission du président du bureau de vote. Mais dans l'isoloir, le téléphone est interdit. Et par rapport aux résultats maintenant, dans quel délai envisagez-vous la publication des résultats? Je pense que si nous faisions moins bien que nos prédécesseurs en 2015, on aura failli. Donc l'objectif vraiment au jour d'aujourd'hui, c'est de rester dans les jours J+1. D'accord. Monsieur le Président, merci d'avoir apporté tous ces éclairages concernant le scrutin. À moins que vous n'ayez un dernier message à l'endroit des populations, à l'endroit des électeurs. Non, ce que je dois dire, c'est que quand je parle de sécurisation, tantôt, évidemment, en louant l'effort des forces de défense et de sécurité, ce qu'il faut ajouter, c'est que la sécurité incombe à chacun des 6 490 000 électeurs burkinabés.
L'élection, c'est une affaire des électeurs. Donc c'est à eux, en relation avec la sécurité, d'assurer la sécurité du scrutin, d'assurer la sécurité des votes, d'assurer la sécurité des dépouillements et d'assurer la sécurité du rapatriement des données des bureaux de vote vers les centres de compilation. Je pense que c'est une responsabilité nationale et j'en appelle évidemment la responsabilité de chacun d'entre nous. Merci beaucoup, Monsieur le Président. Je vous en remercie, Madame. Vous restez avec nous pour la suite de notre journal. Nous allons à Dori pour une revue du programme d'urgence pour le Sahel, une session de concertation de l'année et pour évaluer les acquis du programme et envisager des solutions pour plus de résultats dans la zone d'exécution du programme. Ibrahim Kagone, Lazare Sano pour les détails. C'est la première session ordinaire du cadre de concertation régionale pour le compte de l'année 2020. Les acteurs de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel PUS font la situation des réalisations. Le taux d'exécution global au 30 septembre est relativement faible, de l'ordre de 30%. Et ce taux s'explique en tout cas par des difficultés majeures, notamment les questions d'insécurité. D'ailleurs, il faut le rappeler, même dans ces jours, il y a eu beaucoup de perturbations à ce niveau. Et ça joue effectivement sur la réalisation de nos projets au niveau du Sahel ici. Plusieurs activités prévues n'ont donc pu être réalisées. Des voies et moyens sont donc envisagés pour accélérer le processus de la mise en œuvre du PUS. Les recommandations, les orientations que nous allons formuler vont permettre au niveau national, au niveau central, de mieux affiner en tout cas la stratégie d'intervention du PUS pour qu'on puisse vraiment aller sur des bases plus performantes, j'allais dire, et plus efficientes. Ce présent cadre de concertation est rendu possible grâce à OVIV. À l'occasion, plusieurs projets ont fait la situation de leur réalisation allant dans le sens de la mise en œuvre du programme d'urgence pour le Sahel. Et l'appel des populations du Numbiel pour la construction de la route principale reliant Gawa à Batié entendu. Des travaux sont en cours pour l'entretien et le revêtement de cet axe, même si c'est le bitumage qui est attendu pour désenclaver la province. Les réactions sur le début des travaux sont consignées dans ce dossier que nous propose Isiaka Zabré, Mathieu Da et Romial Patrice Toé. Foussini Fofana, ambulancier au centre médical de Batié, conduit de toute urgence un malade référé au CHR de Gawa. L'axe Batié-Gawa est en chantier depuis 1 mois pour des travaux d'entretien courant. Et même si ces travaux constituent un ouf de soulagement pour les populations, le jeune ambulancier n'oublie pas de sitôt les effets néfastes de la route sur les patients en évacuation. Pour faire Batié-Gawa, il nous faut 2 heures de route. Avec le malade, vous-même, vous savez que c'est trop. Il y a des malades qui meurent sur la route à cause de la voie, parce que la voie n'est pas bonne. Plusieurs fois. Est-ce que, par exemple, le grattage comme ça vous aide? Voilà, un peu seulement. Ça nous aide, ça nous soulage un peu. Satisfait également pour les usagers de la Nationale 11. Le début des travaux d'entretien est positivement apprécié par les citoyens empruntant le tronçon. La route là, c'était fortement dégradé et vu le chantier qui se mène, et on espère vraiment que cela puisse continuer pour qu'on ait une voie. Parce que comme ça, là, ça te fait plaisir quand même. Que ça soit politique, c'est pas politique, mais si la voie de Batié-Gawa soit faite, ça allait vraiment beaucoup aider la population. L'entreprise en charge des travaux assure que tout est mis en œuvre pour livrer une route de qualité et à bonne date. Nous devrons d'abord faire le reprofilage lourd et après il y aura un rechargement de la voie. Donc il ne s'agit pas de le grattage seulement, comme vous aimez le dire. Le reprofilage, il s'agit de gratter la terre pour niveler, voilà, pour permettre maintenant le dépôt de la terre rouge. Bon, nous, on promet surtout la population que nous allons faire un travail propre et bien. En attendant la fin de ces travaux, le vœu le plus cher des populations du Numbiel reste le bitumage de l'axe Gawa-Batié-Puéré dans les plus brefs délais.
Infrastructure routière est levier important pour le développement. Quel développement durable pour le Burkina Faso? La réponse à cette question est en ligne de mire de la révision de la contribution déterminée nationale. Pour la rendre plus pertinente, l'atelier du Conseil national pour le développement durable du Burkina Faso se tient à Bobo Dioulasso. Les détails avec Drissa Traoré et Karim Sissé. Les changements climatiques pourraient plonger 100 millions de personnes dans une situation de pauvreté extrême d'ici à 2030. C'est le résultat d'une étude menée par le Conseil national pour le développement durable, CNDD. Dans le souci d'atténuer au maximum ces effets, le CNDD est en face des différents acteurs sectoriels de la région de Haut-Bassin. Pendant 2 jours, les 2 parties vont réviser la contribution déterminée nationale, CDN, de Burkina Faso. Les défis actuels en matière de la contribution déterminée au niveau national, en abrégé CDN, est l'engagement que le Burkina Faso a pris pour contribuer à l'effort mondial de lutte contre les changements climatiques. Dans cette démarche, le Conseil national pour le développement durable bénéficie de l'appui du Programme des Nations Unies pour le développement PNUD. Un programme qui, à travers sa promesse climatique, préserver l'agenda 2030 par une action climatique plus audacieuse, contribue au renforcement des CDN. Et cela passe par un ensemble d'études qui sont en cours actuellement et qui visent donc à mieux éclairer le processus, mieux informer l'ensemble des acteurs en identifiant davantage les insuffisances qui ont besoin d'être mieux adressées dans la nouvelle version. Au sortir de cet atelier de consultation, les acteurs sectoriels de la région de Haut-Bassin devront faire des propositions pour permettre l'obtention d'une contribution déterminée nationale plus pertinente, inclusive et plus ambitieuse. Et les défis du développement durable par l'agriculture en passent d'être relevés au Burkina Faso. Les prévisions de la campagne risicole annoncent des chiffres records dans le centre-est. Ce sont plus de 140 000 tonnes de production de riz qui sont attendues. Visite dans le bas-fond risicole de Gongretenga pour nous en apercevoir et avec Tanga Kafendo. Dans ce bas-fond de Nyongretenga, dans la commune de Gongué, Karim Nassiré exploite 6 hectares de riz, un bas-fond aménagé depuis 2013. Son champ suscite l'admiration des premières autorités en charge de l'agriculture de la région du centre-est qui ont tenu à l'encourager et à échanger avec l'ensemble des producteurs engagés dans le programme présidentiel 1 million de tonnes de riz local. La région était en tout cas en quête d'atteindre 141 000 tonnes de riz pour cette campagne. Et je pense qu'au regard des résultats qu'on a actuellement, que ce soit au niveau de ce site ou dans l'ensemble de la région, en tout cas les perspectives pour atteindre ces résultats sont vraiment bonnes. En plus des traditionnelles questions liées aux intrants, ce sont les problèmes de transformation et de commercialisation qui sont revenus sur la table des doléances. La commercialisation est l'une de nos difficultés majeures car le fait de vendre en détail nos productions n'est pas rentable. Aussi, nous avons des difficultés dans le transport et le stockage du riz produit. Le gouvernement travaille à résoudre ces questions en privilégiant le riz local dans la commande publique pour les cantines scolaires et les casernes, rassure les autorités locales. Mais en attendant, Karim Nassiré, tout comme ses pairs, entameront bientôt la récolte et ce sont plus de 20 tonnes qui sont attendues dans ce bas-fond de 6 hectares. Et puis, il y a aussi la culture de contre-saison qui pèse désormais lourd sur la balance de la sécurité alimentaire au Burkina Faso. La production de la tomate occupe des centaines de personnes à Bané dans le centre-est. L'activité retient surtout les jeunes sur place et procure des revenus aux populations de la zone, nous confie Bernard Kombelem et Mounira Keri. Commune de Bané, à une trentaine de kilomètres de Tinkodogo. L'heure est à la récolte. C'est aussi le moment indiqué pour démarrer la culture de la tomate, une spéculation qui nourrit des familles dans ce bas-fond long de plus de 20 km.
C'est la tomate qui nous permet de nous en sortir. Notre santé, notre pitance. Sa culture ici occupe beaucoup de personnes et s'étend sur environ 30 km. La culture de la tomate redonne espoir à plus d'une personne. Une autre façon de voir les choses, surtout dans cette localité où aller à l'aventure est perçu comme le chemin le plus sûr pour réussir sa vie. C'est notre travail, mais on fait ça pour que les enfants ne vont pas sortir pour aller à l'aventure loin, quoi. Qu'ils souffrent là-bas aussi. C'est ça même qui fait, et puis les jeunes ne sortent pas trop. Yamba Zane travaille dans ce bas-fond depuis des années. C'est d'ailleurs grâce à cette activité qu'il n'est plus retourné en terre ivoirienne. Il a désormais au pays un métier qui lui permet de vivre dignement. Je travaillais en Côte d'Ivoire. Depuis mon retour, je me suis intéressé à la tomate, malgré mes moyens limités. Mais j'arrive à m'occuper de ma famille. Cependant, la morosité du marché est notre souci. Le manque de clients, l'absence de retenue d'eau adaptée et des outils adéquats. Les occupants des lieux ne cessent de revenir sur les déboires rencontrés dans la culture de la tomate. Mais nous, on veut la aide pour nous aider au problème de l'eau et puis le prix aussi, le marché. Si nous avons des puits, nous pouvons ajouter la culture d'autres spéculations. Mais hélas, pas de bons puits, pas de motopompes, pas de barrages. Le bas-fond de Bané accueille des centaines de producteurs de tomates et d'autres produits de contre-saison. Des travailleurs qui viennent des 22 villages de la commune, mais aussi des localités comme Ouargaï, Koupela, Tenkodgo, Bagré et Bitou, sans oublier les centaines de personnes qui ont fui l'insécurité dans l'Est et le nord du Burkina. Intéressons-nous à présent à l'univers des Dozo, sujet à bien trop d'interprétation mystique, bien sûr. Chasseurs, guérisseurs, artistes, le Dozo ou le Dozoya est une école réservée aux seuls initiés. Je vous invite à aller à l'école de cette confrérie avec un patriarche du clan Dozo, Abdou Traoré. Le secret du Dozoya, c'est un dossier signé Yves Rwamba et Moussaki. Domicile familial de Abdou Traoré au secteur 2 de Gawa. Le Dozo s'apprête pour la chasse et il sort de sa maison à reculons. Consomme devant sa porte sa poudre protectrice et sa femme lui remet son fusil de chasse. Les Dozo, ce sont ses fétiches. Ces amulettes me protègent en brousse. Le voilà, à la sortie de Gawa. Incantation, signe de demander l'ouverture de la brousse. La terre est ici appelée au secours en cas d'attaque et de nuisance. Ce rituel, c'est pour demander pardon à la nature, car je vais ôter la vie. Et à la terre, je mets de la cendre, l'eau ou autre chose. La chasse aux animaux sauvages ou le combat par des pouvoirs mystiques. Abdou Traoré le sait bien. Il en a même un témoignage. Il y a des génies qui se transforment en animaux sauvages. Le combat devient mystique. Cela demande une force surnaturelle. 50 ans passés à fréquenter la brousse. Le Dozo Abdou Traoré est l'un des patriarches du clan de la ville de Gawa. Je suis d'une famille de Dozo. J'ai tué beaucoup d'animaux sauvages. La modernité est aujourd'hui le seul principal ennemi du Dozoya. Conséquence, beaucoup échouent à la chasse. Les interdits d'autrefois sont foulés aux pieds. Pourtant, les chasseurs en savent. Un Dozo ne doit jamais commettre l'adultère, ni le vol, ni le mensonge. Au-delà de la chasse, Abdou Traoré soigne les malades à l'aide des plantes.
Mais le dozo, c'est aussi chanteur. Et puis des étoiles dans le ciel burkinabé, Ouagadougou envahi par les stars africaines du cinéma et de la télévision l'espace d'une soirée. La 5e édition des Sotigui Awards livre son palmarès. Le Sotigui d'or est attribué cette année à Girle Charlène Yazama de la Namibie. Des trophées d'honneur au duo Souké et Siriki du Burkina et bien d'autres acteurs. Les temps forts de la cérémonie de distinction des acteurs africains du cinéma et de la télévision avec Kwale Nebié et Amadou Marcelto. Pour la 5e fois consécutive, les Sotigui Awards tiennent leurs promesses. Et pour la présente édition, l'Académie décerne le Sotigui d'or 2020 à l'actrice namibienne Girle Charlène Yazama, par ailleurs meilleure actrice de cinéma de l'Afrique australe. I'm really happy. I'm really grateful, and I'm glad that I'm being recognized for the work that I do. Merci beaucoup. And for the passion that goes into what I do. So thank you so much. Dans le palmarès des Sotigui Awards 2020, des actrices de la série télé sénégalaise Maîtresse d'un homme marié sont aussi distinguées dans la catégorie meilleure interprétation féminine. Je viens d'avoir mon premier prix. J'espère que ça ne va pas s'arrêter là. Je demande au bon Dieu de me garder au sommet et de me mettre dans d'autres projets. À mes fans du Burkina Faso, je vous remercie énormément parce que je sais que la majorité d'entre vous ont voté pour moi. Et je vous promets que l'aventure ne s'arrêtera pas là. Ouagadougou, j'en fais ma 2e maison et j'espère être dans des projets cinématographiques d'ici. Et pour ses 40 ans dans les métiers du 7e art burkinabé, Gustave Sorgho s'est vu décerner un Sotigui d'honneur. Ça me fait très chaud au cœur, c'est vrai. Je ne m'y attendais pas du tout. Franchement, je ne pensais pas. Je n'avais jamais pensé. Je fais partie du comité d'accueil. J'ai toujours dit, on ne peut pas être juge et parti. Donc, je me dis, non. Mais enfin, c'est arrivé. Ça m'a fait chaud au cœur. Créé en 2016, les Sotigui Awards visent la renaissance et la valorisation du cinéma africain et de la diaspora, selon le promoteur qui n'a pas manqué de traduire toute sa satisfaction pour cette 5e édition. En début d'année prochaine, 4 jeunes burkinabés participeront en France à une compétition internationale de création et d'application numérique intégrant des données spatiales. Ce sont les lauréats du concours Actin Space par l'université Norbert Zongo de Koudougou en collaboration avec l'ASO, une organisation africaine de l'espace et de l'aéronautique. Salifou Belem et Vincent Kendrebego pour les détails. À tour de rôle, chaque groupe a 7 minutes pour présenter et défendre son projet d'entreprise innovante. Le point commun aux 10 groupes en compétition, c'est qu'ils doivent proposer un service à travers une application mobile qui intègre des informations spatiales et satellitaires. Le jury, composé d'experts, est présidé par le professeur Frédéric Ouattara, concepteur du premier satellite burkinabé. Il y a d'abord la pertinence du projet, il y a sa faisabilité, il y a ce qui a été réalisé à la date d'aujourd'hui et qu'est-ce qu'on pourrait faire avec pour le bien-être du Burkina Faso en particulier. J'ai été surpris de l'excellence des projets. Ce qu'il faut faire peut-être, c'est de travailler en sorte qu'ils puissent les exprimer. Et après délibération, c'est le groupe DNA System qui l'emporte. Notre projet que nous avons dénommé DNA System est un projet qui vise à réduire le temps que mettent les policiers et les structures dans la sécurité. En ce sens que nous allons mettre en place un système de drone qui va faire les constats lors des accidents et bien sûr permettre de réduire les temps de congestion au niveau des voies. Ce concours de start-up dénommé Actin Space est une initiative du Centre national d'études spatiales en France. L'ASO, African Aeronautic and Space Organization, est chargé de l'organiser en Afrique et en collaboration avec l'université Norbert Zongo pour ce qui concerne le Burkina Faso. Donc l'objectif, c'est d'extraire des applications auxquelles on n'a pas l'habitude de penser. Et donc ils nous ont demandé, nous, de les aider pour les pays de la région Afrique.
Et donc, parce qu'ils sont convaincus qu'en termes d'innovation, en Afrique, on a des capacités qu'ils n'ont plus. Les 10 finalistes reçoivent des cadeaux d'encouragement, mais la compétition ne fait que commencer pour le groupe DNA System. La suite, c'est que l'équipe qui a gagné va aller en France au mois de février 2021 pour pouvoir concourir contre tous les finalistes du monde entier. Ceux qui gagnent la compétition internationale, eux, ils pourront visiter plusieurs sites dans le monde. J'espère que les Burkinabés vont se battre pour pouvoir défendre haut les couleurs du pays. Mais avant, ils devront recevoir un coaching pour mieux ficeler leur projet afin de bien défendre les couleurs burkinabées à Toulouse en février prochain. Et bientôt, un centre communautaire diocésain à Waiguia pour accueillir les différentes communautés vivant dans la région du Nord en vue d'un brassage ethnique et pour la promotion du vivre ensemble. La pose de la première pierre pour la construction de l'infrastructure est l'un des faits marquants de la journée communautaire de la radio Notre-Dame du Sahel de Waiguia. Irénée Kaboré, Alidou, Alain Savadougou. Justin Kiatka, évêque de Waiguia, Cheikh Sidi Mohamed Maïga, représentant du Cheikh de Ramatoulaye, et le Rassam Naba, représentant de Naba Kiba, 3 leaders religieux autour d'un idéal commun, la paix et la cohésion sociale. En déposant ici la première pierre pour la construction du centre diocésain de communication CDC, ces leaders religieux et coutumiers veulent promouvoir le dialogue et le vivre ensemble dans la région. Dans ce centre-là, ça veut dire que nous allons inviter des experts qui vont venir pour qu'ensemble nous cherchions les moyens de nous entendre, que nous sommes différents, mais nous sommes tous des frères, nous sommes tous des sœurs. Cette initiative traduit notre unité. Elle va nous enseigner l'histoire des religions et nous amener à être tolérants. Cette pose de la première pierre se tient dans le cadre de la journée des communautés. Le centre diocésain de communication est le fruit de la collaboration entre le diocèse de Waiguia et l'Italie. Il va contribuer au renforcement du dialogue intercommunautaire. Il faut des cadres comme ça pour que souvent les communautés on se retrouve. Donc si les Peuls, les Moussi, et les Samo, les Bissa, les Yarzi et puis les Goumanché, si on se retrouve, cela va donner en tout cas une cohésion. La journée des communautés est initiée annuellement par le CDC pour offrir un cadre d'échange entre les différentes communautés vivant dans la région. La construction du centre est financée par la conférence épiscopale italienne à environ 195 millions de francs CFA. Et l'excellence qui se maintient à l'école dans le Gourma malgré le contexte sécuritaire difficile. Les responsables régionaux de l'éducation ont tenu à récompenser les meilleurs élèves et enseignants. Une 50aine d'élèves et une 20aine de structures éducatives reçoivent ainsi des prix pour les encourager surtout à garder le cap. Presley, Tiemtore, Chantal, Ouedraogo. Voilà. Avec 100% de réussite au CEP et 85% à l'entrée en 6e, Ramata So est consacrée meilleure enseignante de la province du Gourma. L'élève Ouedraogo Djemima, quant à elle, se hisse à la première place parmi les élèves de la province. Et pour leur brillante performance, les plus méritants sont ici honorés. Ça a été, disons, un sacrifice. Je me suis donné, j'ai donné le meilleur de moi-même pour atteindre mes objectifs. Vraiment, les élèves, ils se sont donnés aussi. Tous les jours, on était à l'école, sauf les dimanches. Et les élèves aussi étaient contents. Cette deuxième édition de la journée de l'excellence provinciale est riche en couleurs, avec plusieurs récompenses au profit des élèves, structures éducatives et des associations d'appui au système éducatif. Ce n'est pas seulement les enseignants qui ont fait le CM2, mais les élèves qui ont réussi, qui ont eu le plus de points au CEP. Donc, essayer de tenir compte de ces classes intermédiaires parce que tous les maillons de la chaîne sont importants à notre niveau. La grande mobilisation des partenaires et des autorités provinciales a permis l'acquisition de cette panoplie de récompenses et l'accompagnement des meilleurs élèves déplacés avec des bourses d'études. Actualité étrangère en Éthiopie, le conflit de Tigré qui risque d'embraser la région, des tirs de roquettes sur Asmara dans la région voisine et les populations qui fuient vers le Soudan. La situation reste très tendue.
Le conflit du Tigré menace désormais de se propager. La nuit dernière, des roquettes se sont abattues sur 2 localités de la région éthiopienne voisine, celle de l'Amara. Elles sont tombées près de 2 aéroports utilisés par des appareils civils mais aussi militaires et ont fait plusieurs victimes. Le Front de libération des peuples du Tigré n'a pas confirmé être à l'origine de l'attaque mais n'a pas démenti. La junte qui contrôle la région du Tigré est en conflit avec le pouvoir central et le Premier ministre a lancé une offensive contre le TPLF il y a 10 jours. Des affrontements qui risquent de tourner à la guerre communautaire entre 2 ethnies rivales et qui ont jeté des milliers de civils sur les routes. Beaucoup ont passé la frontière avec le Soudan. Dans l'Amara, nous avons été bombardés de 2 directions, depuis la région de l'Amara et depuis l'Érythrée, raconte cet homme. Nous avons roulé pendant 4 heures et après, nous nous sommes enfuis à pied. Je suis parti avec mon père, ma mère et mon enfant, dit cette femme. Avec ce que nous avions sur nous, maintenant nous n'avons plus rien. Nous avons fui la mort et les crimes. Les témoignages de meurtres de civils au Tigré s'accumulent, laissant peu de place au doute. Et puis un sport arrivé au petit matin de ce dimanche au Malawi, les étalons font connaissance avec la pelouse du stade Blantyre cet après-midi pour une séance d'entraînement qui aura duré 1 heure. Objectif de cette 4e journée des éliminatoires pour les garçons de Kamou-Malo, c'est d'arracher la victoire de la qualification suivant le compte-rendu de nos envoyés spéciaux Roger Kam et Jérôme Tiendrebego. Match pour la victoire, mais aussi pour la qualification. Kamou-Malo et ses garçons ont foulé la pelouse synthétique du Kamuzu Stadium de Blantyre pour la 4e journée contre les Flames de Malawi. Aujourd'hui donc 15h heure locale, 13h temps universel. J'ai trouvé une séance timide, on s'attendait à ça parce que simplement les séquelles du voyage étaient très longues. Je pense que d'ici demain, les uns et les autres vont se retrouver. Sinon, l'objectif de cette séance, justement, c'était de faire partir cette crasse-là et pouvoir remettre les enfants, en tout cas, dans une certaine fraîcheur. Le travail de Kamou-Malo se veut bien précis avec un effectif au complet. Demain c'est un match important pour nous et on a déjà oublié le match passé et en sachant bien qu'ils jouent chez eux, ils ont déjà l'habitude de ce terrain et tout. Maintenant c'est à nous de s'adapter parce qu'on n'a pas d'excuses et pour avoir un bon résultat demain. C'est un renfort de luxe parce que ces garçons vont apporter l'expérience de la haute compétition au groupe. Donc pour moi c'est un bonus si on peut le dire ainsi. L'issue de l'explication de Blantyre pourrait ouvrir la route de Cameroun 2021 aux étalons. Nous avoir reçu chez vous. L'information revient à 22h avec le journal spécial de la campagne électorale présenté par Ismaël Diloma Sirima. Excellente soirée à tous.